l'autre bout était le ciel, qui se précipitait contre l'horizon. Moi, j'étais ici, avec ma tête beaucoup trop lourde. Entre les deux, il y avait ce champ. Alors, je me mis à courir. Je courais. Je voulais me précipiter contre le ciel, à l'autre bout. Je voulais nager dans une mer de molécules, que tout s'écarte devant moi et m'ouvre la voie. Je criais à la face du soleil, mais il ne m'entendait pas. Le soleil ne m'entendait pas. L'univers se taisait. L'univers n'avait pas encore remarqué que j'étais là. Mais j'étais là. J'étais là, non? J'étais un petit garçon sous le soleil et je parlais de mille voix, car personne ne voulait être mon ami, personne ne voulait jouer avec moi. Alors j'étais moi, tous les êtres dont j'avais besoin pour survivre. Je n'étais plus seul, j'étais le monde entier, tout ce dont j'avais besoin. Et je me parlais, je me battais contre moi. Et j'étais tous les êtres et toutes les pensées, j'étais tout. Derrière la maison, des avions qui décollent et qui atterrissent, la piste d'atterrissage. Jour et nuit, ce bruit, tout vibrait. Tout très sombre, des lambris sombres, des murs sombres, pas un ray de lumière. Un passe-plat entre la cuisine et le salon, un four à micro-ondes. Ma mère, mon père, flou, à peine reconnaissable. Un pavillon Bouygues, c'était toujours sombre. Ils avaient juste oublié de percer à paix assez de fenêtres. Quelque part dans la masse sombre, ma mère, ma sœur, mon père, flou, à peine reconnaissable. Ma mère trébuche en descendant à la cave, va chercher un truc dans le congélateur, le met au micro-ondes, appuie sur une touche, regarde la plaque tourner lentement, attend. Ding! Pose le truc sur la table et disparaît à nouveau dans la masse sombre. Je regardais par la porte, il y avait un Judas. Et je voyais mon père en face sur la piste d'atterrissage, nerveux, anxieux, au milieu du petit aérodrome. Il fallait qu'il guide les avions vers la piste d'atterrissage, mais à chaque fois qu'ils approchaient, il s'énervait, il s'agitait, il oubliait tout. Il était tout simplement pas bon, il n'y arrivait pas. Il avait appris ça un jour et tout oublié entre-temps. À l'école des contrôleurs aériens, c'était déjà l'un des plus mauvais, le plus mauvais. Il se trompait dans les signaux, il ne faisait pas les bons gestes. Les avions s'écrasaient toujours dans un grand bruit. Parfois, ils se crachaient même dans les buissons et prenaient feu, ou ils n'atterrissaient pas sur la bonne piste. Mon père souriait d'un air gêné, angoissé. Il voulait partir de là, mais il ne savait pas où aller. Cet endroit, personne ne voulait y être. Personne ne venait s'y perdre. La direction ne trouvait personne pour faire ce boulot. Il a fallu qu'il suive une formation continue, 2, 3 jours, presque tous les mois, mais c'était inutile. Il avait peur des avions, peur des bruits de moteur. Il se bouchait les oreilles quand un avion atterrissait, quand il fonçait au-dessus de sa tête. Il fermait les yeux, il chantonnait doucement. Gelé sous la glace, neige, froid. Froid, 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 glace, glace, glace. Tout est sous la glace, rien ne bouge, tout est immobile, hypothermie. Froid, froid, congelé, surgelé, produit surgelé. Tout est sous la glace, enfoui, enfoui sous la glace, une épaisse couche de glace, une couche de glace épaisse. Épaisse, froid, froid, le froid sombre de la glace qui craque bruyamment,
brise-toi enfin. J'ai fermé la porte sur le ciel, sur le soleil, le champ, l'univers. J'avais couru si loin que je finis par m'écraser quelque part. Je m'entendis tomber, j'entendis une chute, et quelque chose se brisa en moi. Un bruit violent. Soudain, mon cœur se déchira, et je l'entendis se déchirer. Alors une porte s'ouvrit. J'étais arrivé. Le monde était en pièces. Cette déchirure, pensais-je, ce bruit, la nuit, quand tout le monde dort, il n'y a que moi tout éveillé à écouter mon cœur se déchirer lentement, un bruit horrible. Et cette mère égarée, ce père égaré, ces êtres anxieux, seuls, ces êtres égarés, mal assurés, qui errent à travers leur vie, incertains, sans force, qui tombent, se relèvent, ne bougent plus. Ils ne me voient pas, ils ne m'entendent pas. Ils sont gelés sous la glace. Ils ont mis au monde un fils, un seul, parce que ça se fait, quoi. Ils ne m'aiment pas, et c'est pourquoi je ne cesserai jamais de courir, d'avancer, de chercher, de regarder, de trébucher, de tomber, de me briser et de crier. Je me rappelle des longues promenades dans la forêt gelée. Juste avant, on avait regardé la télé. Et mes parents se racontaient ce qu'ils venaient de voir. Ils se repassaient les images. Ils se refaisaient le film qu'on venait de voir. Une phrase par image. Le temps se figeait. On n'avançait pas. Nos pensées immobiles, figées, froides, immobilité. Je restais en arrière. Je voulais marcher tout seul. Goûter le moment où mes parents disparaissaient à l'horizon. J'étais seul. Enfin. Puis tout est devenu sombre, vaste, froid, immense. Tout était gris. C'était novembre. J'étais tout seul. Autour de moi, le reste du monde. Une image gelée, en moi, depuis ce moment. Mes parents sur un lac gelé, derrière eux, des avions qui décollent et atterrissent. Lentement, je suis retourné à côté d'eux. Ils ne s'étaient même pas rendu compte que je n'étais pas là. Ils ne s'étaient rendu compte de rien. Ils continuaient de parler. Quand je suis absent, personne ne me remarque. L'univers ne s'intéresse pas à moi. L'univers n'a pas encore remarqué que j'existe. Je n'existe pas, je ne suis pas là du tout. Ne cessait de crier une voix dans ma tête pendant la nuit. Et les autres ne m'entendaient pas courir dans la maison la nuit, monter, descendre l'escalier sans cesse, monter, descendre jusqu'à m'effondrer, me relever, continuer à courir, monter, descendre de plus en plus bruyamment, jusqu'à trébucher, tomber, me jeter sur le carrelage de la cuisine, me frapper la tête contre le sol pendant des heures. Ils ne l'entendaient pas, ils ne voulaient pas l'entendre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout dormait. Ils ne voulaient pas m'entendre. Ils avaient peur de moi. Ma petite sœur et sans couleur, un air sinistre et égaré. Mon père, terriblement absent, dormait tranquille, dormait donc.
J'arriverai bien à vivre cette vie seul. J'existerai bien sans vous dans ce monde. Y a quelqu'un? Eh oh! Eh oh! Y a quelqu'un? Quelqu'un m'entend? Des cris comme sous la glace. Tout gèle. Mes mots gèlent pendant que je les dis. Le temps gèle pendant que je le vis. Pendant que j'essaie de le faire disparaître revivant, il s'arrête. Les heures se ressemblent. Elles n'avancent pas. Elles sont figées. Et je suis couché, ici, dans la glace, sans avancer. Jean personne, trop vieux pour un nouveau départ, trop jeune pour s'avouer battu. Dans quelques années, tout sera fini. Dans quelques années, je serai un de ces hommes qui portent des pantalons en forme, en velours côtelé, et disent des conneries dans les couloirs en sortant les poubelles, que plus personne n'écoute parce qu'on se fiche de ce qu'ils racontent, et que tout le monde approuve en disant oui, oui, et en continuant son chemin. Un de ces hommes qui ne dérangent pas vraiment, car on se fiche qu'ils soient là ou pas, parce que personne ne les remarque vraiment. Et ils se fichent eux-mêmes des lieux où ils traînent et où on les laisse en plan, qui ne s'en rendent même pas compte, parce qu'ils sont plus occupés à essayer de remonter leurs pantalons de retétré au-dessus des hanches jusqu'au nombril. Je veux que quelqu'un m'entende ici. Il faut que je parte, il faut que je sorte d'ici tout de suite. Je trébuchais et tombais. Porte 1, gate 2. Monter, descendre l'escalier dans la maison de mes parents. Je trébuchais, je tombais, me relevais. Eh oh, y a quelqu'un? Eh oh! Y a quelqu'un? Quelqu'un m'entend? Et ces cris, cette course, cette poursuite, cet effondrement et cette chute. J'ai retrouvé ça plus tard, dans les lounges de l'aéroport, dans les salles de contrôle, lorsque j'étais fouillé de la tête aux pieds, examiné, passé au rayon X, embarqué, que je prenais un autre avion, que je cherchais, que j'arrivais quelque part, et qu'il ne fallait jamais s'arrêter. Non, je reste ici. Je ne bouge pas. Qu'ils m'attendent tous. Et couru dans toute la maison, ouvert la porte de la chambre de mes parents, les ai regardés dormir, et je me suis approché, j'ai regardé leur visage, tout près, regardé le visage de mes parents. Rien, rien, aucun sentiment, rien du tout, rien. Et j'ai pensé ce que je pense toujours quand je risque mon regard dans les yeux grands ouverts d'un autre. Tu n'existes pas pour moi, tu ne m'intéresses pas. Ma mère ouvre les yeux, nous nous regardons. Qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Est-ce que je les ai inventés? Est-ce qu'ils sont déjà morts? Je les regarde et je ne reconnais rien, ni moi, ni quelqu'un d'autre, aucun monde, aucune pensée, aucun sentiment, aucun être humain. Je m'en fiche qu'ils vivent ou pas. Est-ce qu'ils vivent? Je ne sais pas. Aucune idée. Ça ne m'intéresse pas non plus. Personne. Rien. À l'aéroport, je suis toujours le dernier à me rendre à la porte d'embarquement. J'aime ce moment où tout le monde est obligé de m'attendre. Je savoure ce moment où mon nom résonne dans tous les haut-parleurs. Jean personne. Jean personne. Et à côté de moi, ces hommes qui commencent à s'énerver parce qu'ils vont arriver en retard. Jean personne. Jean personne. Parce qu'ils ont tous peur. Très lentement, je me dirige vers la porte. Porte 1, porte 2, porte 3, porte 4. Je me retourne encore une fois.
Je regarde encore un peu les vitrines. Porte 5, porte 6, porte 7. Ils m'attendent, je le sais. C'est trop compliqué de redébarquer ma valise. Porte 8, porte 9, porte 10. Je reviens sur mes pas. Jean Personne, s'il vous plaît, porte 17. Je me rassois. Ils arriveront tous en retard. Je ne cours plus. Quand je suis absent, tout le monde me remarque. Accepter le risque. Créer du possible. Proposer sa créativité. Capitaliser les opportunités du marché. Inspirer les autres avec une vision d'avenir. Faire preuve de motivation, assumer de nouvelles responsabilités, acquérir de nouvelles compétences. Toujours chercher à mettre en avant son excellence dans tous les domaines. Être un exemple pour tous les membres de l'équipe. Développer les conditions de travail, les produits, les services, ses exigences. Considérer le temps comme la valeur ultime. User du temps des autres avec tact. À tout moment, donner spontanément à l'équipe un feedback pointu, rigoureux, constructif. Ne jamais faire de rétention d'informations. Et construire ses phrases de façon à provoquer l'enthousiasme de l'interlocuteur. On avait chez nous ce catalogue que ma mère a fixé au frigo, et chaque fois que je voulais y prendre un truc, il fallait que je récite les valeurs à haute et intelligible voix. C'est toujours là, ça ne veut plus sortir, et chaque fois que j'ouvre le frigo, dans un appartement, dans une chambre d'hôtel, n'importe où dans le monde, j'y pense. Transformer le client en héros de sa private story. Soyez créatifs. Faites des phrases qui donnent envie aux clients de connaître la suite de l'histoire. Le consulting, c'est aussi l'aventure. C'est l'excitation. C'est un nouveau rapport au monde. N'oubliez jamais que le client est le patient. Vous êtes le médecin. Alors, si vous n'avez pas de solution, trouvez quelque chose à dire qui ressemble à une solution. Ayez sous le coup d'un ou deux concepts de base qui marchent à tous les coups et restez spontané. Le consulting, c'est aussi la guérison. C'est un nouveau départ. C'est... Waouh! On fonce! Avoir toujours un regard neuf, l'esprit ouvert pour faire face à tous les défis. Être ouvert à de nouvelles informations. Trouver à de nouvelles tâches. Ne jamais s'arrêter. Ne jamais regarder en arrière. S'affranchir des valeurs qui ne peuvent pas du tout s'adapter aux exigences du marché. Oui, alors, comme ça, tu peux considérer le marché comme ton partenaire, ton ami le plus proche. Quelque chose te détruit? Eh ben, regarde-le comme un tremplin. Ça va t'aider. Ça te permettra de te positionner dans un système que de toute façon, tu comprendras jamais. Bon, un partenaire. Un manager efficace, il réussit à gagner la sympathie des personnes stratégiques chez le client. Alors ça nécessite un mélange tout à fait intéressant d'intelligence, d'assurance et de charisme. Comme ça, idéalement, le consultant croit que le client est un ami brillant, beaucoup plus intelligent, plus rapide que lui, qui maîtrise la situation. C'est pour ça que de temps en temps, on impressionne le client avec quelques acrobaties en calcul mental, des solutions astucieuses, etc. Il ne faut pas pour autant que le client trouve le consultant arrogant. Moi, c'est pour ça que de temps en temps, je le laisse raconter dernièrement sa partie de golf sans qu'il soupçonne une minute qu'évidemment, on s'y connaît. Il faut que le client pense, ce type est vraiment intelligent, il s'y connaît en tout, et en plus, il est sympa. Sympa. Chez Outsource Unlimited, la première entreprise où j'ai candidaté, il y avait, dans la phase
Bootcamp, c'était le séminaire des nouvelles recrues. La soirée News, à la suite d'une série d'entretiens, d'études de cas et d'activités outdoor, où il fallait installer un bureau portatif dans un lounge d'aéroport les yeux bandés. Donc il y avait pour finir ce grand dîner avec tous les employés de l'entreprise et les régiments de News. Et à la demande de la direction, tout le monde était censé jouer, chanter et danser les tubes du Roi Lion. Je ne voulais pas de ça, j'avais honte. Mais dans ce genre de manifestation, on testait notre esprit d'équipe, notre personal effectiveness, notre compétence relationnelle. Et on distribuait des points sympathie. Si tu ne participes pas ou si tu n'es pas vraiment drôle, tu ne passes pas au prochain tour. Bien après, on te confie un boulot en dessous du niveau que tu espérais, une sorte de punition, d'avertissement. On t'envoie ensuite à Sangal ou à Mendrisio alors que tu étais prévu pour Londres ou Tokyo. Voilà. Marnie de la comptabilité, qui s'appelait en fait Monique, jouait une girafe. Et moi j'étais un rhinocéros déchiré par 3 hyènes de l'équipe de contrôle financier. L'Afrique, c'est les grands espaces, un supplément d'âme. En Afrique, l'âme est encore vraiment un homme, intimement lié à la nature. Il fallait qu'on chante en duo là-dessus en agonisant. Ouais. Ça nous a rapprochés. On est rentrés bourrés à la maison, main dans la main. On trébuchait, tombait par terre, s'embrassait, continuait de marcher. Devant la résidence où j'habitais, elle s'est pliée en deux et a vomi dans le canal. J'avais encore ma carapace de rhinocéros et j'étais penché sur elle à rire. Elle a défait mon pantalon, sorti ma queue et... Tout d'un coup, elle est tombée en arrière, elle s'est endormie. Je la regardais, je regardais le canal. Froid. Il commençait à neiger. Silence. Tout d'un coup, une fenêtre s'est ouverte. J'ai entendu des cris. Un homme et une femme qui se disputaient violemment. Soudain, un chat vole par la fenêtre. L'homme attrape le chat par la queue et le fait tournoyer en large cercle au-dessus du canal. Le chat tend ses 4 pattes. Terrorisé, essaie de se rattraper, mais ne trouve pas de point d'appui. Aucun point d'appui dans sa chute. Libre. Il fait si froid dehors. Il neige, il gèle, tout passe au ralenti. Le chat me regarde comme s'il cherchait de l'aide. Moi aussi, je le regarde. Je ne peux pas t'aider, c'est pareil pour moi. Terrifié, il fait un vol plané en direction du canal dont la surface gèle lentement. Il tombe et la transperce et gèle quelques centimètres en dessous de cette surface avec une expression d'immense terreur, de peur, panique et de désespoir. Il reste là, étendu, sursaute encore quelques minutes ou quelques heures, je ne sais pas, et il meurt. Sidéré, je regarde ce chat, et lui, fou de peur, se congèle dans son agonie. Je suis là. Je rentre ma queue, je l'avais complètement oublié, et je monte dans mon studio. Froid, j'allume la télé, applaudissements. J'ai plongé dans le sommeil. Marnie est resté au bord du canal sous l'une des caméras de surveillance qui contrôlait sous tous les angles le site de l'entreprise, y compris les résidences. Le lendemain, on nous a prié tous deux de chercher un domaine d'activité en dehors de l'entreprise. Notre duo sur l'Afrique n'avait pas été convaincant. La direction de l'entreprise pensait qu'on pouvait, de façon certaine, reconnaître une certaine ironie sous-jacente dans nos prestations. Et ce n'était pas vraiment le but. Le but, ce n'est pas d'être ironique, désolé. On est quand même plus entraîné, au moins cachette. En plus, pendant la nuit, ils avaient même eu le temps d'évaluer des vidéos où on était bourré par terre au bord du canal, où on essayait vainement de faire l'amour, presque congelé. Personal effectiveness, 0%. Bon, il s'agit de toujours faire un pas en avant. Hein. S'immobiliser, c'est reculer. Parce que les autres restent pas forcément immobiles. Les autres aussi continuent d'avancer. C'est avant tout une question de volonté et c'est inscrit dans les gènes, du moins. J'espère.
La question c'est, si on a un homme réfléchi, consistant, comment il se comporte en équipe, comment il résout des crises, quel degré de perfectibilité a l'homme en général. Ah, aujourd'hui! Faisons les courses, je suis tombé dans le congélateur et je suis resté couché 2 heures. C'était agréable, ça m'a rappelé chez moi. J'ai enfin pu dormir 1 minute. You do not confuse your audience with too much information. Information. Have a concept and you make the client the hero of his narration. Il faut imaginer que vous êtes sur un fleuve, où tout est toujours en mouvement. Et si je reste immobile, tout le reste me passe à côté. À côté. Le fleuve continue à couler, il faut que je continue à bouger avec lui. Sinon, je suis dépassé par le développement, par le progrès mondial. Les technologies continuent de se développer. Il y a de nouveaux projets, de nouvelles impulsions. Les êtres continuent de se développer. La vie de nos amis continue de se développer. Les enfants grandissent. Et quand on reste immobile, en quelque sorte, on est perdant. Ah, j'ai carré ma voiture quelque part et je ne sais plus où. Elle est quelque part sans moi. Elle est congelée quelque part dans la glace et elle a froid. Quelqu'un roule sans moi, cherche une place sans moi. Je la cherche tous les matins, sous la neige, je ne la trouve plus. Je suis incapable de me rappeler où je l'ai laissée. Elle est là maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire maintenant sans moi? Qu'est-ce qu'elle fait? La stratégie, c'est conquérir des avantages concurrentiels durables pour le client. C'est acquérir une position face à une concurrence d'un nouveau type. Une position différente qui assure un avantage sur la durée. Quand cet avantage se perd, il faut en acquérir et en défendre un nouveau. Pour y arriver, pour conseiller une entreprise de développer ce type de stratégie, il faut un profil très particulier. Une compétence analytique fouillée. Ne cessez de s'attaquer à des problématiques nouvelles, très complexes, avec des informations parfois très parcellaires. La dimension internationale joue un rôle fondamental. Les stages. Avoir un but dans la construction de son propre itinéraire. Et bien sûr la capacité d'avoir un bon contact avec les gens. Et surtout de les comprendre. C'est-à-dire pas seulement le côté objectif. Non, la personne, la motivation personnelle, l'environnement politique de l'entreprise pour pouvoir travailler avec des groupes de clients sur des propositions, des transpositions. Cela signifie aussi, là on en revient au point avantage concurrentiel, qu'il faut toujours être à même d'éclairer une problématique à la lumière d'autres perspectives. Attends, on pourrait résumer cela sous le terme de créativité? Il s'agit bien plutôt du phénomène de flexibilité intellectuelle. Ah, mais je dis souvent, moi, être guidé par le client, non par son opinion. Facts. Facts. Fact, zero opinion, mec. C'est une assurance sur la vie. Allô? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne parle pas assez fort? Ou bien est-ce qu'on ne m'a pas déposé au bon endroit? Ouais, pour Noël, hein, le seul courrier que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres était de mon conseiller financier Tom. Sinon, tout était vide. Il s'était vraiment donné du mal. Il avait bricolé lui-même une carte artisanale, il avait tout écrit à la main et même fait un dessin avec plein de crayons de couleurs différents. Je te souhaite un joyeux Noël et une année 2010 pleine de santé, de créativité, de succès et d'accomplissement. Tom, santé, créativité, succès, accomplissement. Il ne va pas bien. C'est mon argent qu'il veut pour son fonds médiatique de merde qui a déjà bouffé la moitié de mes économies, le salaud. Le seul qui pense à moi, c'est ce salaud de vendeur d'actions qui me dessine des cartes de Noël et m'envoie des trucs bricolés à la main. Mais bon, pour l'analytique, tu m'as proposé une structure trop faible. Contrairement à ton CV, il te manquait ici la structure nécessaire. C'est ce qui t'a mis en difficulté. Une ou deux fois, tu t'es trompé dans tes calculs. Tu as eu quelques difficultés. Évaluation du salaire horaire, un nombre d'employés sur un point plus franchement créatif. Comment arriver à transformer la motivation des employés en résultat net? Tu n'as pas su trouver d'impulsion vraiment créatrice dans l'ensemble. L'analytique est insuffisant. En revanche, en personnel effectiveness, je t'ai trouvé très bon. Tu donnes une bonne impression. Tu parles avec beaucoup de clarté, de sincérité. On n'a pas non plus le sentiment que tu caches quelque chose. Le seul point, moi, d'après ce que je vois, tu manques d'attaque, de battant, tu ne quadrilles pas vraiment ton sujet. Et c'est aussi ce que je vois de ton personality fit. Tu sembles un peu trop carré quand tu attaques, tu n'es pas vraiment battant. Je ne vois pas non plus dans quelle mesure tu incarnes l'esprit d'entreprise, certes. C'est ce que tu dis, mais je ne le vois ni dans tes actions, ni dans ton CV. Dans l'ensemble, l'insuffisance est insuffisant et je t'ai donné 40%, je t'ai noté en dessous de la moyenne. J'ai tout simplement fait une étude de cas à partir des entretiens pour la consolidation de l'entreprise. Sur le plan analytique, tu t'en es vraiment bien sorti. Enfin, pour quelqu'un qui a fait des études de sciences éco. Sur le plan structurel, j'ai le sentiment que tu n'es pas vraiment allé au bout de la problématique. Ce qui m'a manqué, c'est le petit supplément de curiosity. Curiosity. Bon, ce qui se passe, c'est ce qui fait le succès. Comment font certaines entreprises pour avoir plus de succès que d'autres? J'attendais que tu ailles plus au fond des choses et tu n'es pas assez battant. Battant. Boy, sur le plan de la
communication. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il parle bien, il a un bon anglais. Pourtant, on n'a pas l'impression qu'il fait tout pour aller au fond du sujet. Donc, bonne impression, mais selon moi, insuffisante. Je lui ai mis 45%. Je dirais donc que nous devons rejeter sa candidature. Il faut que tu montres que tu veux aller jusqu'au bout du problème. Avec de l'enthousiasme, de la sincérité, c'est indispensable. Il faut que tu sois insatisfait, que l'adrénaline monte. Et l'objectif, c'est le client est concurrentiel sur la durée. Il faut que le client croie en toi. L'idée, c'est la boîte à outils. Avoir toujours au fond du cerveau 3-4 concepts standards, histoire de passer les 3-4 minutes, et avoir en tête une structure bien claire. Cela t'aurait aidé de repérer que ça, c'est un cas avec d'un côté, il y a les coûts, de l'autre, les chiffres d'affaires. Il faut aussi lui dire que dans le domaine de la personal effectiveness, il a une vraie force. Allez, encore 2 tasses d'espresso, quelques cours intensifs, ça va vraiment être bon. En fin de compte, on est des consultants. On représente la théorie pure. On représente la logique économique qui s'appuie sur des faits, pas sur des opinions. Nous rassemblons des informations et faisons des propositions. Mais les décisions, c'est toujours la direction chez nos clients qui les prend. Les décisions, c'est pas nous qui les prenons. Pourquoi certaines entreprises ont-elles plus de succès que d'autres? Hein? Ils doivent licencier. Il faut licencier des gens. Parfois, il n'y a pas d'autre solution. Si on ne les licenciait pas, peut-être que l'ensemble de l'entreprise ne tarderait pas à faire faillite. Et alors, tous seraient au chômage? Personne ne s'en porterait mieux? En fin de compte, c'est l'ensemble de la société qui profite de notre travail. Car quand l'économie va, Tout va? tout va. C'est prouvé scientifiquement. On est obligé de licencier, c'est pour le bien commun. Je regarde chaque matin ce chat. Je me rappelle sa chute. Son regard, au moment où il était attrapé par la queue et lancé par la fenêtre. Cherchant en vain à trouver un point d'appui, où il glissait partout, il hurlait aussi fort qu'il pouvait, en sachant que rien ni personne ne pouvait le sauver, et qu'il est mort de froid dans sa chute.
Un dernier souvenir tandis que je me congelais au ralenti. Le couloir, la nuit. Je pars le dernier. Les bureaux respirent doucement. Tout attend le lendemain. Les flux d'argent continuent à bouger. J'entends leur bruit. Un bruit rapide et vide. Une solitude rapide dans ces bureaux. Ce n'était pas moi qui courais travailler ici le matin. Ma vie coulait lentement hors de moi. C'était ailleurs, pas ici, pas en moi. Le soir, j'étais scotché devant la télé à regarder RTL ou ses spots publicitaires en boucle pour le téléphone rose. Je n'arrivais pas à m'en détacher. Je me dégoûtais, mais je n'arrivais pas à m'en sortir. C'était comme une drogue. Baiser, 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 acheter, acheter, acheter. Des dominas, des ménagères à lubrique. Elles veulent toutes que je les appelle. Elles veulent toutes faire l'amour avec moi. Ce vacarme dans ma tête. Je ne dormais plus. Porno, porno, porno. Licenciement, licenciement, licenciement. Développer sans cesse de nouveaux concepts. Comment se débarrasser de qui? Le mieux, ce serait qu'ils meurent tous. Que les vieux meurent, c'était le mieux. Les vieux, c'était plus difficile de s'en débarrasser. On était obligé de garder les vieux malades et de foutre dehors les jeunes encore utiles à quelque chose. Alors il fallait imaginer des ruses. Fermer des secteurs entiers. Tous les licencier et rouvrir plus tard sous un autre nom. Et tous les réengager, sauf ceux dont on ne voulait pas, mais qu'on n'avait pas le droit de virer. La mort, c'était le mieux. Quand ils mouraient sur le coup, c'était toujours la meilleure solution. Porno rationalisé. Porno flexibilisé. Putain de merde de porno rationalisé, décolcalisé. Sortir. Acheter du lait, de la bière, de la purée en sachet. Puis les spots publicitaires en boucle. Contre-expertise des statistiques Excel. Qui pouvait encore y croire? Ce vieux type gras assis en face de moi, je le hais, je veux m'en débarrasser. Je réfléchis depuis des semaines entières au moyen de m'en débarrasser. Des soupes en sachet. Une existence en sachet. Un crétin en sachet. Je suis un crétin en sachet, un idiot surgelé. Je veux mourir de froid. Je ne dormais plus. J'étais toujours en éveil. Même en dormant, je voyais ces images. Cela durait des nuits, des jours, des semaines, entassés, balayés par la neige, étouffés, enterrés, morts. Je les fous tous dehors. Toute personne qui n'est pas absolument indispensable doit se barrer. Et maintenant, j'ai les listes de noms. Vous êtes tous dessus. Rien que des ressources devenues superflues. Il y a des gens dont personne n'a plus besoin. Il y a des pays dont personne n'a plus besoin. Il y a des continents dont personne n'a plus besoin. L'Afrique, par exemple. Ah non, on n'en a plus besoin. On n'en a besoin que pour servir de décor à nos comédies musicales. Et les gens dont nous n'avons plus besoin, on peut les parquer dans des shows télévisés. Ils peuvent passer la journée à applaudir. Au moins, ils auront quelque chose à faire. Je me retrouve en rêve dans une maison derrière la piste d'atterrissage. Avec mon père, le contrôleur aérien, qui guidait les avions dans les brouillards, ce bruit, pour qu'il s'était trompé, qu'il n'avait pas bien regardé, qu'il était absent, fatigué. Alors, quelque part, loin de la piste d'atterrissage, un avion s'écrasait lourdement dans ce champ et prenait feu. On entendait des cris, des explosions, des pompiers, des sirènes, des gyrophares. Et il fallait libérer les gens prisonniers de la coque de l'appareil. Est-ce que j'y suis déjà? Est-ce que je suis déjà revenu? Non. Je suis assis dans un avion avec à côté de moi tous ces hommes qui auront demain leur lettre de licenciement sur leur bureau, car je vais apporter cette nuit même les listings de licenciement à Lille. On vole par moins 50 degrés et je sens le froid. Cette mince couche qui me protège de la mort. Si nous nous écrasons maintenant dans la mer, si nous nous écrasions maintenant dans la mer, on mourrait de froid avant même d'atteindre le sol. Lors de mon prochain voyage d'affaires, je vais me jeter par le hublot à 12 000 mètres de haut. Il y a bien quelqu'un qui s'en rendra compte d'une manière ou d'une autre. Si je me lance maintenant sur la glace, si je me jette par la fenêtre et que je tombe à côté du chat, l'univers continuerait de tourner
vide, vite, sans but, jusqu'à la fin. L'univers se pure et détourné vite, vite, sans but, jusqu'à la fin. Alors on a une procédure très fine d'évaluation, de notation et de feedback, car on part du principe que tous nos collaborateurs veulent et doivent impérativement continuer leur développement personnel. Cela prend la forme suivante. Chaque collaborateur dispose de 4 mentors qui surveillent son travail, l'accompagnent et le conseillent, et de 2 autres mentors, les agents secrets comme on les appelle, qui surveillent secrètement ses performances. C'est-à-dire qu'il ne les connaît pas, ça pourrait être n'importe qui, il ne le sait pas. Et ce qui est important pour nous, c'est précisément que ces mentors et ces agents cachés participent eux aussi au projet comme consultants, ne consacrent qu'une partie de leur travail à surveiller. Le réseau des mentors et des agents étant par ailleurs réparti de façon tellement complexe que je pense qu'on peut quasiment dire que chaque collaborateur a une activité d'agent secret, tout en étant tenu au devoir de confidentialité. Cela peut s'étendre sur une période de 6 semaines ou de plusieurs années, suite à quoi l'agent caché transmet au mentor ses renseignements sur le collaborateur qu'il surveillait sous forme d'un dossier secret, finalisé. Le mentor discute ensuite de chaque point avec le consultant et propose les trainings et les séminaires adaptés pour qu'il puisse travailler sur ses points faibles et améliorer ses performances. Dans des cas plus particuliers, il peut directement s'adresser à la direction de l'entreprise et tirer la sonnette d'alarme en disant que cette personne nécessite une attention accrue. Il faut qu'un spécialiste s'en occupe. Nous attendons de tous nos employés qu'ils fassent preuve d'excellence à 300%. Cela signifie qu'ils continuent de se former, qu'ils suivent les évolutions du marché, qu'ils fassent d'eux-mêmes des heures supplémentaires, qu'ils proposent des solutions avant que les autres n'aient obtenu de résultats. Cela signifie aussi qu'on identifie chez eux cette tension, ce drive permanent, cette envie d'être bon, d'être performant, de ne pas dormir tant qu'on n'a pas fourni la meilleure solution pour le client. Le high speed. Je ne mets pas en retrait ma personnalité, au contraire, je prends les choses à bras-le-corps et j'emporte le morceau à chaque bataille, c'est-à-dire un avantage concurrentiel durable pour le client. Et quand je sens que je n'atteins plus cet objectif, que je constate que s'installe en moi quelque chose que j'appellerais de la fatigue, que j'ai de plus en plus envie de me reposer, alors il faut en tirer soi-même les conséquences et dire oui, bon, je cherche maintenant un nouveau domaine d'activité. Cela se produit souvent à partir de 40 ans, car on a d'autres envies, comme de voir sa femme plus de 2 heures le week-end, emmener son fils au foot un après-midi de temps en temps. Quand on s'en rend compte, alors il faudrait partir tout de suite plutôt que d'être un poids mort pour l'entreprise. Au mieux, on a gagné tellement d'argent jusque-là qu'on peut directement se mettre en retraite ou, je sais pas, trouver un travail plus tranquille comme haut fonctionnaire ou au conseil de gestion des CFF ou faire du consulting pour les hommes politiques. Et si ce n'est pas le cas, qu'un collaborateur se désigne volontairement en disant qu'il n'en peut plus, renvoyez-moi, alors il faut que les agents interviennent. En apparence, il y a de nombreux collaborateurs qui portent le masque parfait de l'efficacité, qui font bonne impression en restant au bureau toujours plus tard que les autres. Tout le monde pense « Ok, il a beau avoir 47 ans, il maîtrise tout et il aime ça. » Mais à y regarder de plus près, on voit bien que les bilans s'affaiblissent, que la cote d'efficacité est en chute libre, qu'il est tellement fatigué le soir qu'il ne va plus au squash, ne boit plus de bière avec les autres et ne revoit pas les listings du lendemain dans les salons de l'hôtel. Il faut qu'il parte. Il y a par exemple de nombreux vieux qui passent des nuits entières au bureau à ne rien faire. Ils veulent juste qu'on les voie. Ils veulent qu'on voit... Ah, il est toujours là. Il a beau être déjà 2h30, il est toujours là. Mais ils sont juste assis là à ne rien faire. Ils pensent à je ne sais quoi. Leur enfance, leurs parents, ce qu'ils doivent faire des 30 années qui leur restent, ce qu'on pourrait en faire, sans force, sans vision d'avenir. Ils sont assis là comme les ombres d'eux-mêmes, d'un temps meilleur. C'est pourquoi nous avons ces agents. Ça a l'air très brutal, mais c'est finalement dans l'intérêt de l'économie nationale dans son ensemble. Je veux dire parce que personne n'a intérêt à avoir de mauvais chiffres ou des entreprises ruinées. Et c'est ce que je dis. Finalement, c'est encore les budgets de la culture et de la santé qu'on réduira en premier. Et là, tout le monde va encore hurler. Et pourquoi devrait-on laisser éternellement des personnes à des fonctions où elles ne sont fondamentalement plus capables d'être efficaces, même si elles le voulaient? Quel besoin a-t-on de les laisser traîner? Et je ne sais pas, ne rien faire, c'est inhumain. Mais beaucoup sont opiniâtres, décidés. Ils ont peur. La peur arrive. Le boulot, c'est aussi une drogue, hein. Si j'ai pris de la coke pendant 20 ans et que tout d'un coup quelqu'un me dit, à partir de maintenant, tu bois du thé à la menthe, qui va le faire? La peur arrive et on a des trainings de préparation.
On ne met pas directement tous les anciens employés à la porte d'un seul coup, mais on les supprime progressivement, ce qui signifie très concrètement qu'on leur donne toujours moins de responsabilités, qu'on les met sur des projets de moins en moins importants. Ainsi, quand ils sont au sommet, ils sont basés à New York, font l'aller-retour entre Tokyo et Paris, et on baisse progressivement Londres, Berlin, Bordeaux, Budapest, Vesoul, Martigny, Sion, Delémont. Ce serait une euthanasie très humaine en vérité, enfin un départ dans la dignité. Au mieux, quand ils sont arrivés à Bordeaux, ils savent déjà qu'il faut commencer à s'occuper de la retraite, à moins bien sûr que ça les rebooste et qu'ils y aillent à fond. Il peut même se passer que quelqu'un arrive à la gare de Delémont et se dise « Là, il faut vraiment que je fasse quelque chose, sinon je suis fini ». Le danger d'un dessèchement intérieur est évidemment très important. On essaie de contrer cette tendance au plus tôt. Chat, chat, clic, clic, clic. C'est pourquoi on travaille à des séminaires rencontres interpersonnelles. Cela peut être un groupe de lecture, d'escalade, d'action punting, de danse disco, ou bien d'attention portée à l'autre sexe, où on invite parfois l'autre sexe à dîner, et où après un verre de vin stimulant, on peut tout à fait passer à l'acte. Ça évacue les tensions et rend perméable à de nouvelles expériences. En plus d'une offre très importante en matière d'activité sportive, nous avons maintenant dans notre entreprise un programme en 2 volets qui s'appelle « L'aventure, c'est la culture ». Pour retrouver notre âme la plus intime, avec nos désirs, nos ressources cachées. Moi, par exemple, j'écris des poèmes et le soir, je danse dans le groupe de comédie musicale. Charles et moi travaillons depuis 2 ans à une comédie musicale que nous étudions avec le personnel et que nous voulons proposer à la direction commerciale l'été prochain en organisant une surf session de 4 jours dans l'océan Pacifique. On a fait des recherches et constaté que l'une des difficultés principales du rapport à la culture aujourd'hui tient au fait que le client ne l'accepte pas. Le plus souvent parce qu'une phase préparatoire trop longue serait nécessaire pour s'imprégner suffisamment de la culture, quelle que soit sa forme, qu'elle conduise à des connaissances ou à un plaisir accru. Les animaux. Les animaux dans les rôles principaux sont très appréciés. C'est le résultat de notre étude interne. De même que les schémas narratifs faciles à comprendre, avec des dialogues impertinents et drôles qui transposeraient dans le monde animal les affres de l'existence humaine, sans trop de références à l'actualité ni d'allusions qu'on pourrait rattacher à un courant politique précis, des dialogues qui consolent le spectateur, avec le ton approprié et une prose facile d'accès, humoristique, néanmoins profonde, sur les différences entre l'homme et la femme, qui ne pourront jamais se rapprocher. Le tout avec des costumes originaux, sans pointer du doigt, mais avec force clin d'œil, des effets spéciaux divertissants et une musique que tout le monde peut suivre, ainsi que des comédies en physique agréables, avec une solide compétence professionnelle, capable aussi de virer à l'excentrique, voire au punk et au junk. Grâce à un questionnaire pointu et une phase d'analyse de 3 mois dans plusieurs entreprises, on a découvert que 47% des personnes interrogées aimeraient assister à l'histoire d'un phoque perdu, qui, après un voyage bouleversant à travers l'océan, parvient à son accomplissement personnel, le tout sous une forme dansée, dans des teintes de vin, mais où les mouvements chorégraphiques seraient narratifs et non abstraits. Il faudrait que la musique relève du domaine de la pop, soit jouée par des cordes, et que les chansons provoquent nettement un effet de reconnaissance et rappellent au spectateur sa jeunesse sous un jour positif. Ma comédie musicale est conforme à l'ensemble des résultats du questionnaire analysé par Charles. Elle situe l'action du premier acte au sein d'un groupe de lions de mer, en Antarctique, qui chantent et dansent dans une langue très poétique sur le thème de la condition humaine en soi. Le 2e acte sera joué sur roller. Le 3e acte se situe au Népal, où le phoque perdu trouve son accomplissement personnel sur fond d'authentique musique indienne, avec un chœur de flûte de Pan. J'ai préparé la chorégraphie adaptée. Avec au centre un groupe d'ours polaires, sur patins à glace, qui discutent politique, en dépassant les clivages, en proposant des solutions, en éclairant le thème abordé par différentes perspectives qui rééquilibrent. Ils ont des problèmes avec l'autre sexe. Donc, qu'ils essaieront de résoudre jusqu'au 5e acte. Puis le 4e acte. Le 4e acte se passe à nouveau à Lille, au bureau, où le phoque perdu peut immédiatement mettre en pratique tout ce qu'il a appris pendant son voyage. Car penser, c'est agir. C'est notre principale devise. À quoi servent les expériences si je ne peux pas les exploiter? À rien. À rien, à rien.
J'ai besoin d'une idée, d'un programme pour savoir comment insérer mon vécu dans un processus de maturation perceptible de l'extérieur. Pour que les relations humaines me soient utiles, il faut que je sache les exploiter. J'aime aussi faire du vélo et observer les oiseaux qui couvrent leurs œufs. Le phoque perdu est alors réintégré dans l'équipe et a de très bons résultats, mais l'important, c'est qu'il a utilisé son voyage pour devenir un homme et qu'il parvient à transmettre son expérience. La culture, ça signifie aussi orienter sa pensée de façon nouvelle. Et cela peut être utile. Mais il est prouvé scientifiquement qu'une irrigation particulière excite le cerveau de telle façon qu'il trouve des solutions totalement anticonventionnelles lorsqu'il n'y a plus moyen d'avancer de façon analytique ou factuelle. C'est finalement la valeur ajoutée de la culture. Elle fait naître d'autres idées, elle crée un équilibre. Quand la culture est bien faite, ah non, elle est aussi bénéfique que le sport. L'âme étoilée, le buveur de miel chante dans le vent du printemps. Écoute, enfant malade, ton étoile luit dans le vent du soir. Écoute, enfant malade. Maintenant, tout est calme autour de moi. Je ne vois plus rien. Il fait sombre, nuit. Je suis couché dans ma chambre. Il n'y a personne. Le téléviseur lance des éclairs rouges. Le minibar grésille. Est-ce que je devrais allumer la chaîne de l'hôtel? Est-ce que je devrais regarder quelques films pour compenser? Je suis ici, seule. Je suis couchée sur mon lit, épuisée. Ma femme, où est-elle maintenant? Est-ce que j'ai une femme en fait? Je ne sais pas. Tout oublié. Tout est si calme ici. Mon ordinateur respire lentement. Il me comprend. Mon ordinateur me comprend. Je ne me comprends pas moi-même. Mais mon ordinateur sait exactement comment je dois me comporter. Cela me rassure dans ma solitude. Oui, ça me rassure dans ce vide que je mets à disposition pour que le système continue à fonctionner. Je vous donne ma vie. Vous en faites un espace vide. Un monstre d'insensibilité qui se précipite dans l'univers. Voilà ce que je suis. Une absence qui supporte la solitude, le vide, l'insupportable. Je n'accuse pas, je tiens le coup. Je n'ai plus rien à attendre. Ma voix est toute tracée. Je n'ai plus de vie devant moi. La vie qui m'attend a déjà été vécue 1000 fois. Bon, on va faire le point des différents domaines. Se demander ce qu'on pourrait faire pour toi dans l'idée de t'exposer davantage, de te pousser un peu plus à sauter dans l'eau froide, si j'ose dire. T'es heureux dans cette équipe, hein? Tu nous as dit à plusieurs reprises que tu nous trouvais super, tu nous as clairement remercié de t'avoir admis dans cette équipe-là. Alors tout ce que tu fais très bien, c'est tous ces trucs, hein, d'utiliser ton savoir de chez Boston Consulting Group, de tabler là-dessus. T'es très bon en management des connaissances, t'as des bases très solides et tu tiens compte des dossiers qu'on a. Moi, ce qui me plaît dans ce que je vois côté exploitation de l'analytique et Bon, des hypothèses... évidemment, tu fais encore un peu jeune, mais ça va s'arranger avec le temps. Avec le temps, tu vas avoir un peu plus confiance en toi, et globalement, je ne me fais vraiment aucun souci. Au contraire, en l'occurrence, tu as à coup sûr une très bonne recrue. Eh, si l'on en vient au point suivant, pour ce qui est de l'équipe en interne, je crois qu'il est content de cette équipe. Eh, c'est vrai, on est une super équipe. Bah ouais, ils s'entendent hyper bien. Oui, ça se voit quand on dîne ensemble ou autre, ça fonctionne à merveille. Tu t'es complètement intégré dans l'équipe, et globalement, je crois que tu es content. Oui? Alors, j'aurais tendance à dire, soyons... Oui, ce soir, à la réunion de projet. Enfin, on a déjà pris une initiative dans ce sens, si tu veux, parce qu'à l'intérieur de l'équipe, tu constitues déjà une sous-équipe autonome, où on dit qu'il est parfaitement autonome. Et c'est net, hein, dès qu'on te sort de ton confort intérieur, tout d'un coup, ça marche. Enfin bon, on en est tous là, on a tous un peu de mal à s'y mettre, et il faut parfois un petit coup de boost pour que ça fonctionne. Donner l'impulsion. L'impulsion, c'est ça. D'après ce que je vois des dernières semaines, ça va déjà beaucoup mieux, même si ça s'est fait un peu en force comme ça. Vu que tu te retrouves devant des gens obligés de dire quelque chose, et
Il a bien animé cette séance avec 17 personnes. Et c'était pas- là, t'as pas eu le Ouais. choix, t'as pas le choix. 12. Le truc, c'est qu'il y a d'autres rendez-vous qui D'accord. sont venus interférer et t'avais pas le choix. T'as dû aller au front et tout d'un coup, ça a marché. Pour le côté micro-macrobiotique, c'est OK. Comprends comment ça marche. Il est capable d'encontexter tout ça dans son contexte. Cette micro-perspective typique des débutants, il n'y a pas ça chez lui. Ok, je Au vous contraire. remercie tous. On se de fait votre encore 2-3 heures de participation. badminton avant de... Non, moi j'ai beaucoup de... 2-3 heures, on peut emmener le boulot avec nous. Non, 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 non. Allez, juste toi et moi, ce serait sympa, non? 2-3 heures de badminton, encore un peu de ski nautique, ensuite du best jump, comme ça on pourra évaluer le débrief. Ensuite, on se cale une partie d'échecs, de risques, de puissance 4, de petits chevaux, tout en préparant la visioconférence. Et course, 10 fois jusqu'au dernier étage, les yeux bandés, en préparant le case team meeting. Et débrief, spontanément feedback, en construisant ses phrases de façon à provoquer l'enthousiasme de l'interlocuteur. Et encore repartie de chevaux, échecs, squash, danse, inline skating, contre-expertise des statistiques Excel. La nuit, tu sais, quand on marche dans les rues, on voit tous ces chômeurs qui s'agrippent à quelque chose, se cachent derrière les voitures parce qu'ils ont peur qu'on les attrape dans des grands filets, qu'on les ramène au travail, qu'ils ont fui comme des enfants de l'assistance publique. Toute la ville en est pleine. Des hommes immobiles, pas sportifs, laids, incapables de faire une phrase correcte, qui traînent autour d'une baraque à frites en palabrant sur ceux d'en haut, ingurgitant des canettes de bière de chez Aldi. Ils sont juste assis là à attendre que quelque chose se passe. Initiative personnelle, connaît pas. Qu'est-ce qu'on en fait? J'ai déjà fait un audit d'un certain nombre d'entreprises. À chaque fois, il y a au moins 20% d'employés qui, en fait, ne travaillent pas. Par exemple, qui retrient les informations, les trient mal, transmettent mal les papiers, ce qui crée des coûts supplémentaires. Et qu'est-ce qu'on en fait? Dans tous les pays occidentaux existent des emplois qui ne survivent que grâce à des subventions extrêmement élevées. On n'a pas besoin des paysans, on les maintient en vie de façon artificielle parce qu'ils représentent un lobby immense. Parce qu'aucun gouvernement n'ose dire qu'il ne s'agit de rien d'autre que d'un acharnement thérapeutique sur un patient déjà dans le coma. On n'a pas besoin de l'extraction douille, on la subventionne avec plus de 100 000 francs suisses par homme et par an. On ferait mieux de reverser directement cet argent aux camarades mineurs et s'en tirerait mieux qu'avec ce travail factice qui leur ruine la santé, leur crée des maladies chroniques, ce qui crée des coûts supplémentaires. En Suisse, 40% du travail, c'est du travail simulé. Du travail dont on n'a pas besoin, du travail qui est juste là pour que personne ne remarque où on est réellement arrivé à notre société. Qu'est-ce qu'on en fait? Un jour, ils se rendront compte que le résultat de leur travail est passé directement à la poubelle, qu'il est quelque part dans les décharges sud-américaines. Un jour, ce principe de subvention ne pourra plus se maintenir non plus. Est-ce qu'il ne serait pas préférable de reconvertir ces gens au plus tôt et qu'ils apprennent autre chose, qui soit utile à l'économie nationale? Parce que ce n'est pas les hommes politiques qui vont changer les choses. Ils n'ont le droit de n'aborder aucun sujet, ils n'ont même pas le droit de mettre les faits sur la table, de décrire la situation telle qu'elle est. Ils sont coincés entre les menaces permanentes des médias, cette machine à broyer, le bon vouloir des électeurs. Tant et si bien qu'ils ne peuvent que continuer à supporter cet état de fait, espérer qu'ils vont tenir jusqu'aux prochaines élections. On ne peut pas attendre de réforme de leur part. Les projets sont tous prêts, on les a tous déjà préparés. Personne ne veut les mettre en pratique, ils ont tous peur de secouer quelqu'un, de perdre des voix. Mais finalement, il ne serait pas déraisonnable de nous confier ce domaine, de nous laisser décider à l'aide de notre théorie pure, de prendre une décision objective sur ce qu'il faut faire et d'agir, tout simplement. C'est la démocratie, c'est bien joli, hein, c'est certainement le but en soi, c'est sans doute le meilleur modèle pour une société en bonne santé, avec une économie qui fonctionne. Je pense sincèrement que ce système nous handicape complètement. Et honnêtement, ne nous voilons pas la face. Qu'est-ce que nous apporte exactement une démocratie où les campagnes électorales sont menées par des agences de publicité, où tous les candidats disent la même chose, où la télé intervient en permanence sur la formation des opinions, fait perdre la raison à la population, en la perdant dans les scandales, les faux reportages, de sorte qu'elle ne peut plus se décider d'après les faits. Finalement, on a une société médiatique complètement survoltée, où les votes se répartissent sans la moindre objectivité ni le moindre choix.
peut-être suivant le candidat le plus beau, celui qui s'en est le mieux sorti, on n'est pas couché, tard pour bar. Ce qui ne serait pas préférable d'interrompre de ce système pendant un temps? Est-ce qu'on en a besoin de ce système? Qu'est-ce qu'on en fait? Faire intervenir une équipe de consultants au-dessus des clivages qui ne s'embourberaient pas dans ces jungles d'intérêts, ces querelles partisanes. Il ferait un constat de quoi a-t-on besoin, de quoi n'a-t-on pas besoin, qu'est-ce qui doit changer. Et il proposerait enfin des solutions concrètes et développerait des stratégies pour réaliser ces projets de réforme et de restructuration. Il commencerait pas par en parler des siècles dans la presse pour ensuite les annuler. Il les mettrait en pratique, les appliquerait, les poursuivrait jusqu'à ce qu'on parvienne à un changement. Ce sera aussi important de mettre la presse face à ses responsabilités. Pour l'instant, notre système médiatique actuel n'a plus rien à voir avec la liberté d'opinion, ce n'est que lobbying et force d'inertie. Nous avons des visions d'avenir et nous voulons les faire devenir réalité. Nous connaissons la situation, nous voulons agir. Et je ne parle de rien moins que de revitaliser ce nouveau millénaire, de tenir tête face à l'ouragan qu'est la mondialisation du marché. Abordons ce grand projet tous ensemble. Je ne parle de rien moins que de mettre chacun à sa place, chacun selon ses possibilités. On est tous une grande équipe. Le travail peut commencer. Un nouveau monde est possible. Ouais. Écoute-moi. On va le créer. Oh. Quand l'univers se rétracte progressivement, se précipite dans le vide avec une sorte d'indifférence et t'emporte avec lui, que tu le veuilles ou non, ce vacarme assourdissant et ce gouffre entre moi, les hommes et la planète, cette planète qui redevient une surface plane, qui s'effondre, vient s'écraser contre moi, ce cri, cette chute seule dans l'univers, sachant que l'univers ne me remarque pas, parce qu'il ne s'intéresse à rien ni à personne. Je suis englouti dans un trou noir et profond avec tous les autres. Et personne ne peut m'entendre. Et personne ne peut me voir. Je suis là. Je suis là et le monde est là, se dissoudre sous mes yeux. Ce que je vois n'a pas de sens. Tout explose en petits morceaux. Tout fuit en moi. Je vois des hommes apeurés fuir devant moi, crier. Je tire dans le tas. Des visages explosent. Merveilleux. Ils ont enfin disparu. Ils sont enfin partis. Personne n'en veut. Personne n'en a besoin. Personne n'en a jamais eu besoin. Qu'ils partent en paix. Je ne sens pas le sang. Le sang des hommes. Il coule le long de mon cou. Dans cette banque, il n'y a plus que des morts. Par terre, en masse. Ils crient. Maintenant, ils ne crient plus. Je ne sens rien. J'entends leurs cris. Ça me plaît. Je n'ai jamais été aussi réveillé. Présent. Dans le monde. Dans l'instant.
Le sang coule de la tête qui s'appuie sur mon épaule. Maintenant le silence. Ils sont tous morts, tous partis. Je sors en courant. Il y a une femme à la porte. Un enfant s'accroche à elle. Le portier court vers eux, veut les sauver. Je l'entends crier, je l'entends respirer. Un coup dans la jambe, un coup dans le dos, un coup dans la tête. La cervelle gicle sur le sol. Une ombre remue, je la tue. Une femme crie, je la tue. Quelqu'un me fait un croche-pied, je le tue. Une caméra est braquée sur moi, je la tue. Tous morts, tous tués. Tout est silencieux. Je suis silencieux. Je ne bouge pas. Target the loser, kill. Mon jeu préféré. On traque les losers et on les flingue. On élimine ce dont le marché n'a pas besoin. Target the loser, kill. Je me regarde chasser les losers dans le centre commercial, dans les lounges d'aéroport, dans les cours des corps et les banques. Target the loser, kill. Qui sont mes amis? Des animaux perdus volant au-dessus de l'océan, des naufragés, des navigants sans navire, des brebis dont le berger lumineux vagabonde, la peur, la nuit, la lumière aux noires diffractions, le ciel du soir silencieux, gardant le silence bleu au firmament. Je suis une étoile du soir qui méprise le monde. Malmené, fatigué, plongé dans la nuit, je fixe le monde froidement. Je t'offre ce calme vespéral. Feuillage, soufflez encore pour moi. Lumière vagabonde, j'ai peur. Carapace de scarabée, au crépitement orange éclos de nouveau pour moi. Enseigne-moi le chemin qui emprunte de bleu tous les vents. Étoile, brille plus vite, donne-moi de la force. Le promeneur abandonné, troublé, plein d'espérance, incline sa tête. Ardeur abandonnée, je me tais et je juge.
me suis senti gelé en tombant du 20e étage de nos bureaux jusqu'à la glace. Les 4 pattes tendues devant moi, avec une expression de peur, de panique folle. Ah, je suis tombé sur la glace pour rejoindre les autres chats couchés sur le canal, gelés sous la glace. On était couchés, figés, et on se regardait fixement dans les yeux. Personne ne parlait. Même là, chacun espérait qu'il s'en sortirait encore, au moins lui. Et on était là, des milliers, foutus dehors, congelés dans la glace, immobiles, incapables de rien. Une statistique enjolivait les inutiles congelés sous la glace. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces dernières années? Je ne me souviens plus. J'avais une femme? Non. Des enfants? Non. Des relations? De temps en temps, il y avait bien quelque chose. Je ne me rappelle plus. Rien, sauf que c'était rapide et que ça demandait beaucoup de dépenses pour une jouissance bien brève au bout de compte. Silence. Un grésillement sourd. Froid. Mon téléviseur me lance des regards tellement bizarres. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut se rapprocher de moi. Il veut que nous nous rapprochions enfin. Il veut de l'affection, mon téléviseur veut de l'amour. Il veut être proche de moi, mais je ne veux pas. Je ne veux être proche de personne. Il veut me toucher, mais je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on me touche. C'est étrange, hein? Ici, sous la glace, je vois ma voiture chercher une place dans le parking d'en face. Elle cherche et cherche sans trouver. Elle avance, elle recule, elle monte, elle descend, c'est étrange. Maintenant, ma voiture va faire des courses avec mon téléviseur. Mon téléviseur achète tout ce qu'il y a. Des gens, des régions entières, des peuples exterminés, des montagnes de cadavres, des petits-enfants mutilés, des filles heureuses avec des chemisiers Versace qui déposent leur sac Puma près d'une photocopieuse. Oh, c'est étrange. Mon téléviseur achète plein de rayons de soleil qu'il montre à ma voiture. Ma voiture est contente. Il retourne dans le parking et continue à chercher une place. Oh, c'est ce qu'ils font tous les dimanches. Tous les dimanches, ma voiture et mon téléviseur vont au parking chercher une place sans jamais en trouver une. Ils trouvent de l'amour. Ils trouvent de l'amour dans la galerie marchande. Ça les rend heureux. L'amour, la liberté, des possibilités illimitées, l'inspiration, l'individualité, tout ça, ils le trouvent dans la galerie marchande. Et puis aussi des rayons de soleil. Évidemment, la paix dans le monde et des rayons de soleil. Ma voiture et mon téléviseur savourent la paix dans le monde. Ils achètent quelques DVD et quelques bombes intelligentes. Ils mettent quelques petites poupées dans leur panier à provisions. Ils achètent l'art romantique, quelques vidéos porno et un film d'action avec Schwarzy. Ils achètent quelques traditions anciennes et un massage thérapeutique. Ils achètent des chaussures et quelques charniers, une nouvelle sonnerie de Natel et quelques visages lacérés de 2 top modèles ougandais. Ici, tout est très beau, très très beau. C'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Oh, nous les hommes, nous n'avons pas notre place ici. Nous avons trop de défauts. Le monde que nous avons créé n'est pas destiné à l'homme. Nous l'avons créé pour quelqu'un d'autre. Mais qui? On ne sait pas. Pour les journaux peut-être? Ils pourraient écrire là-dessus.
dire combien tout ça c'est beau. Oui, peut-être que nous avons créé ce monde uniquement pour la télévision. Et la télévision n'a plus besoin de nous. Elle préfère vivre sans nous. Elle nous montre sous notre meilleur aspect. Elle nous montre sous notre meilleur jour. Mais tout ça, ça n'a rien à voir avec nous. Comme c'est beau de voir ma voiture traverser toute heureuse la rue piétonne et cueillir des rayons de soleil sur les affiches publicitaires. Elle fait ses courses, partout. Elle est heureuse. Les choses sont heureuses. Les choses sont capables d'accepter le bonheur de la vie. Contrairement aux hommes, c'est ça leur défaut. Le monde que nous avons créé n'est pas destiné à l'homme. Il est destiné à autre chose, à la télévision peut-être. Ou peut-être à toutes ces nombreuses et belles caméras de vidéosurveillance que nous avons installées avant notre mort à tous. Elles montrent maintenant le processus bien huilé. Tout est si beau ici. Les éléments gênants ont maintenant disparu. Les éléments perturbateurs ont été éradiqués et les caméras regardent le monde et envoient son image à mon téléviseur qui le montre à ma voiture qui tourne en rond très calmement dans le parking. Elle peut bien continuer de tourner pendant des siècles. Ça lui est égal. Peut-être que nous avons créé ce monde uniquement pour les caméras, qui inventent une image de nous qui n'a rien à voir avec nous, mais qui proposent un beau concept d'émission pour toutes les belles télévisions, ou pour quelque chose d'autre, pour quelque chose d'encore plus beau. Oh! Peut-être que quelque chose d'encore plus beau ne tardera pas à arriver. Un jour, quelque chose va arriver qui sera encore plus beau que la télévision. Peut-être le Seigneur Jésus lui-même. Et ma voiture pourra le mettre dans son panier à provisions. Ou mon téléviseur pourra faire de lui l'homme le plus puissant d'un monde où il n'y aura plus d'hommes. Mais uniquement des choses. Et toutes les choses seront heureuses. Et applaudiront et acclameront le Seigneur Jésus. Et il délivrera le monde du mal. Et il apportera la lumière dans le royaume des ténèbres. Et tout sera illuminé pour qu'il n'y ait plus aucun endroit au monde qui soit trop sombre pour nos caméras. Et nos téléviseurs seront heureux. Et nos voitures tourneront en rond et achèteront des rayons de soleil. Chanteront des chansons sur le bonheur, la liberté, l'amour. Frapperont dans leurs mains pour la paix dans le monde. Ce sera si beau. Si beau. Que ce monde ne peut pas être à nous. Seules les choses ont mérité une telle beauté. Les hommes n'ont pas mérité la beauté. Ils ne la reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas la valeur du monde qu'ils créent. Contrairement aux voitures, les voitures s'arrêtent, prennent le temps, traversent le téléviseur, chantonnent des chansons sur le bonheur, la liberté.